Le 8 octobre 2025, au-dessus de Djibo, un bourdonnement net fendit la nuit sahélienne et brisa des mois de stupeur. Ce son n'annonçait pas une fuite de plus, mais le basculement d'un pays, décidant de reprendre son ciel, d'imposer le tempo, d'aller de la traque subie à la maîtrise assumée. Comment une nation que tant disait été brisée a-t-elle inversé la peur? Et que révèle ce renversement sur Ibrahim Traoré, pour qui l'initiative vaut souveraineté? Sous le clair de lune, moteur et écran dessinèrent une nouvelle grammaire de la sécurité, où la précision, le sang-froid et l'unité remplacent la résignation. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement promis de survivre, il a juré de redéfinir sa souveraineté. Le chef d'État a fixé un objectif clair: rendre à la nation le droit d'assurer seule sa sécurité, sans dépendre d'aucune puissance extérieure. Cette ambition immense porte un risque mesurable: tenir face aux pressions diplomatiques et économiques, tout en maintenant l'unité intérieure. Mais l'enjeu dépasse la simple défense. Il s'agit d'une expérience politique. Prouver qu'une armée locale disciplinée, appuyée par des citoyens engagés, peut créer un modèle africain d'autonomie stratégique. Les chiffres traduisent la volonté. En un an, plus de 100 milliards de FCFA ont été levés localement, sans aides étrangères. Cette somme incarne une conviction: la sécurité n'est pas une faveur, mais un devoir collectif. Et derrière chaque drone, chaque volontaire, une même phrase résonne: nous n'attendrons plus la permission d'être souverains. Oh. La révélation est tombée en octobre. Pour la première fois, les forces burkinabées ont anticipé, localisé et neutralisé un convoi armé avant qu'il n'atteigne ses cibles. Un chiffre a marqué ce tournant. En 3 semaines, 7 opérations coordonnées, 0 perte majeure du côté national. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'armée a démontré que la technologie, combinée à la discipline, pouvait inverser une guerre que l'on croyait éternelle. Mais pour comprendre l'onde de choc, il faut remonter à la décennie précédente. Pendant des années, le Burkina Faso a combattu dans l'ombre, en subissant les assauts de groupes qui frappaient puis disparaissaient dans la brousse. Les villages de Djibo, Yamba ou Arbinda n'étaient plus que des noms sur une carte. Le pays semblait piégé dans un cycle d'alertes tardives et de promesses étrangères jamais tenues. Puis, la rupture, formation accélérée des VDP, intégration des renseignements locaux, drones d'observation reliés en temps réel à des postes avancés. Les communications sécurisées ont remplacé les rapports papier. Les décisions se prenaient en minutes, non en jours. Ce basculement n'a pas été fortuit. Il résultait d'une refonte lente, presque invisible, amorcée dès 2023. Des ingénieurs burkinabés avaient commencé à adapter du matériel civil pour un usage tactique, bricolant des solutions que personne n'attendait d'un État classé parmi les plus pauvres. Cette ingénierie frugale, doublée d'un sens collectif du devoir, qui a permis la première série de victoires nettes. Dans les couloirs des chancelleries, on parlait d'anomalie. Mais à Ouagadougou, on y voyait une renaissance. Les habitants, longtemps réduits au silence, redécouvraient la fierté de nommer leurs propres héros. Le pays que l'on disait assister devenait producteur de sécurité. Et c'est là que le nom d'Ibrahim Traoré, déjà symbole politique, s'est mué en catalyseur moral. Celui qui avait osé dire non à la peur. Dès les premiers émois de la contre-offensive, Ibrahim Traoré a choisi de se tenir au plus près de ceux qu'il commandait. Ses visites répétées sur le terrain, parfois sans escorte lourde, ont bouleversé les codes du pouvoir. Les soldats l'appelaient Laïe, le capitaine qui écoute. Et les volontaires des villages parlaient d'un homme qui partageait la même poussière qu'eux. Cette proximité a changé la dynamique psychologique.
La peur a reculé là où l'exemple avançait. Un cas l'illustre. À Yamba, une équipe de 20 VDP, encerclée de nuit, a tenu grâce à un simple canal radio ouvert avec le quartier général. Traoré, présent à la ligne de communication, leur a parlé directement. Pas d'ordre compliqué, juste 3 mots. Tenez la ligne. Le lendemain, le site était sécurisé. Ce type d'acte, rare dans les armées hiérarchiques, a eu un effet démultiplicateur. Il a rendu visible le lien entre commandement et courage partagé. Mais le véritable impact s'est ressenti dans les villages libérés. Les écoles ont rouvert, les routes ont recommencé à bruire de camions et les radios locales diffusaient déjà des bulletins de victoire. Pour la première fois depuis longtemps, les habitants n'attendaient plus des casques bleus, mais des soldats parlant leur langue. Cette reconquête du terrain n'était pas qu'une victoire militaire. Elle marquait la reconquête d'une identité. Et dans les regards des civils, on lisait la même phrase non dite « Nous ne sommes plus seuls ». Quand un dirigeant descend dans la poussière avec son peuple, la légitimité ne se décrète plus, elle se gagne. Tout a commencé par un signal faible, intercepté au nord de Borzanga. Un convoi d'hommes armés se déplaçait rapidement, planifiant une attaque contre un avant-poste isolé. Avant, ce genre d'alerte se perdait dans la bureaucratie. Cette fois, l'ordre est venu en moins de 20 minutes. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'armée a déclenché une opération d'envergure baptisée Komnouma. Notre force. Les drones ont pris leur envol dans le silence du crépuscule. Sur les écrans thermiques, les signatures des cibles se détachaient, comme des braises dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, la frappe tombait, nette, chirurgicale, implacable. Aucune perte civile signalée. Ce fut la première victoire totale de la nouvelle doctrine de guerre intégrée. Les commandants, pour la première fois, ne suivaient plus des ordres venus de l'étranger. Ils appliquaient une stratégie conçue et exécutée au Burkina Faso. Dans les jours qui suivirent, le schéma s'est répété. Repérage, confirmation, frappe, sécurisation. À Djibo, un dépôt d'armes dissimulé dans une école abandonnée fut neutralisé sans un seul tir d'artillerie. À Yamba, une cellule spécialisée dans les attaques de drones ennemis fut démantelée avant même de décoller. Chaque opération alimentait un sentiment nouveau, celui d'un pays qui apprenait à gagner. Mais derrière chaque victoire se cachait une tension constante. Les pilotes de drones dormaient devant 2 heures par nuit, les VDP patrouillaient sur des routes minées et les techniciens improvisaient des réparations avec des pièces venues de motocyclettes. Les récits internes parlent d'une guerre à visage humain, des mécaniciens civils devenus ingénieurs, des enseignants devenus analystes radio, des femmes qui préparaient la logistique à la lueur d'une lampe solaire. Cette mobilisation, que Traoré nommait le courage ordinaire, devint la colonne vertébrale de la reconquête. Le point culminant eut lieu le 25 octobre, une nuit désormais inscrite dans la mémoire nationale. Les forces burkinabées interceptèrent un groupe retranché dans une vallée proche de Yamba. 2 drones TB2 verrouillèrent la cible. En 4 minutes, la zone devint lumière et feu. Le lendemain, les images satellites confirmèrent la disparition de la cellule la plus redoutée du Nord. Les habitants parlèrent de la nuit où le ciel s'est vengé. Ce basculement ne fut pas seulement militaire, il fut psychologique. Les médias internationaux, longtemps silencieux, observaient et sans comprendre. Comment un pays que l'on disait brisé avait-il pu orchestrer une campagne si précise? La réponse tenait en 3 mots: discipline, foi, autonomie. Sous Ibrahim Traoré, ces mots n'étaient plus des slogans, mais des protocoles de survie. Le pays, naguère spectateur de sa propre tragédie, devenait auteur de son destin. Et à travers chaque victoire, une conviction se gravait dans la poussière du Sahel. Lorsqu'un peuple cesse d'attendre le secours, il devient son propre miracle. Entre octobre et décembre 2025, les résultats se sont empilés
comme des jalons d'une transformation mesurable. Baseline, Delta. 3 mois plus tôt, seuls 38% des zones frontalières étaient sous contrôle effectif. Fin d'année, ce chiffre atteignait 71%. Une progression de 33 points, traduite sur le terrain par la réouverture de plus de 200 km de routes et la remise en service de 19 écoles rurales. Chaque pourcentage racontait une victoire, chaque décimale un retour à la vie. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les données n'étaient plus accessoires, mais vitales. Chaque unité militaire transmettait ses rapports via un réseau chiffré, consolidé au centre de commandement de Ouagadougou. Les analystes parlaient de infodéfense, une approche où la guerre devenait aussi une affaire de précision algorithmique. Une carte numérique mise à jour chaque heure suivait les drones, les patrouilles, les corridors humanitaires. Les anciens officiers étrangers, consultés discrètement, avouaient n'avoir jamais vu une telle coordination à cette échelle pour un pays du Sahel. Deuxième repère, le financement interne. Le Fonds patriotique de soutien a dépassé les 100 milliards de FCFA en juillet 2025, soit environ 150 millions d'euros. Pas un centime venu de l'AIED extérieur. Les contributions provenaient de toutes les couches, chauffeurs de taxi, enseignants, commerçants, cultivateurs. Le ministère des Finances a comptabilisé plus de 1,4 million de dons individuels, un record national. Chaque versement n'était pas qu'un geste économique, mais un acte politique. Financer sa propre sécurité pour redevenir maître de son destin. C'est ce que Traoré appelait la souveraineté chiffrée. Troisième repère, la réaffectation budgétaire. 28% du budget national est désormais consacré à la défense et à la sécurité, contre 14% 2 ans auparavant. Cette mutation n'a pas été indolore. Les hôpitaux ont manqué de fournitures, certaines écoles ont fermé, mais elle a symbolisé un pari collectif. Vivre debout, plutôt que mourir à genoux. Les économistes locaux évoquent une militarisation patriotique, tandis que les observateurs étrangers parlent de dépendance inversée. Quoi qu'il en soit, la statistique clé reste celle-ci. Pour la première fois depuis 15 ans, les convois humanitaires ont pu atteindre Arbinda sans escorte étrangère. Ces chiffres ne sont pas des abstractions. Ils traduisent une mécanique humaine, l'ajustement d'un État en apprentissage. Chaque décimale correspond à des vies rendues à la normalité, à des villages où la radio émet à nouveau, à des enfants qui jouent dehors sans craindre le soir. Sous Ibrahim Traoré, la donnée est devenue un outil d'émancipation, la preuve tangible que la guerre, même terrible, peut devenir une école de reconstruction. Le delta, désormais, n'est plus seulement statistique, il est moral. Et dans ce nouvel équilibre, chaque Burkinabé voit le reflet de sa propre endurance. Dans les salons diplomatiques de Paris, Washington ou Genève, deux récits s'opposent. Le premier affirme que le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, s'enferme dans une logique autoritaire. Militarisation accrue, élections reportées, presse restreinte. Le second, plus proche du terrain, décrit une nation qui, pour la première fois depuis des décennies, agit selon sa propre boussole. Les défenseurs du premier camp invoquent les principes. Droits civiques, pluralisme, équilibre des pouvoirs. Ils redoutent qu'en cherchant à se sauver, le pays ne sacrifie la démocratie sur l'autel de la sécurité. Un État qui se bat seul finit par se fermer, disent-ils. Chiffres et rapports à l'appui. Le contre-argument burkinabé, lui, ne nie pas les dérives possibles, mais pose une question simple. Quelle liberté reste-t-il quand la peur dicte la vie? À Djibo ou Yamba, on parle d'écoles rouvertes, de marchés surveillés par des soldats du cru, de villages qui renaissent. Les habitants n'opposent pas droit et sécurité. Ils les mesurent à travers la survie quotidienne. Ibrahim Traoré, conscient du dilemme, l'a exprimé sans détour. Vous ne votez pas dans une maison en feu. Une phrase qui heurte les diplomates, mais qui résume la logique de terrain. Le Stillman, l'argument le plus fort du camp opposé.
Opposé, reconnaît une vérité dure. Aucune nation ne peut se construire durablement dans la peur. Mais il admet aussi que certaines libertés ne signifient rien si l'existence même de la société est menacée. Les données, elles, racontent une réalité nuancée. Le nombre d'attaques recensées a chuté de 40% depuis août 2025. La fréquentation scolaire a augmenté de 22% dans le Nord. Et malgré les sanctions de la CEDEAO, la monnaie locale reste stable. Ainsi se dresse le paradoxe central. Faut-il juger un État par les procédures qu'il suspend ou par les vies qu'il protège? Le débat reste ouvert, mais une chose est claire. Le Burkina Faso de Traoré ne cherche pas à plaire. Il cherche à durer. Le ciel a changé de camp. Cette phrase, prononcée à la radio nationale au début de novembre, est devenue un mantra. Elle résume le basculement. Le Burkina Faso, autrefois spectateur de sa propre tragédie, est désormais l'acteur principal de son récit. Ibrahim Traoré l'a compris mieux que quiconque. La guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais par le sens qu'on lui donne. Dans les rues de Ouagadougou, les murs se couvrent de fresques représentant des drones et des poings levés. Les écoliers dessinent des soldats au tableau. Les femmes du marché vendent des bracelets aux couleurs du drapeau. Ce n'est plus un conflit militaire, c'est une renaissance culturelle. Mais ce réveil porte aussi une tension. Quand la victoire devient un mode de vie, où finit la guerre? La question hante les couloirs du pouvoir et les foyers du Sahel. Ibrahim Traoré le sait. Chaque succès renforce la cohésion, mais chaque excès la menace. Entre triomphe et vertige, le pays avance sur une ligne fine. Et dans la lumière tremblante du Sahel, le souffle collectif continue, ni résigné, ni naïf, simplement éveillé. Les victoires militaires ont remodelé le pays en profondeur, mais leurs répercussions se lisent différemment selon les groupes. 4 catégories, 4 trajectoires, nation, diaspora, économie et région. Pour la nation, sur le territoire, l'effet le plus visible est psychologique. Les habitants de Djibo ou d'Arbinda racontent qu'ils dorment enfin la nuit entière. Les écoles rouvertes accueillent 40% d'enfants de plus qu'en 2024. Les villages reconstruisent leurs puits, les marchés bruissent à nouveau. Mais la fatigue collective demeure. Des milliers de familles déplacées vivent encore sous des tentes, tribus silencieux de la reconquête. Ibrahim Traoré parle souvent de ce prix de la survie, un concept que beaucoup acceptent, mais peu célèbrent. Concernant la diaspora, à Paris, Montréal, Abidjan, les Burkinabés exilés organisent des collectes et des veillées. Ils envoient de l'argent, mais surtout du récit. Sur les réseaux, des vidéos de soutien cumulent des millions de vues, illustrant une fierté retrouvée. Pour beaucoup, Traoré symbolise une rupture générationnelle. Un leader africain qui agit sans permission, rappelant les indépendances oubliées. Cette identification transnationale devient un levier de cohésion inédit. Sur le plan économique intérieur, les effets se font sentir sur 2 fronts. Le budget de la défense, désormais à 28%, a déséquilibré d'autres secteurs. Les hôpitaux manquent de médicaments, les enseignants dénoncent des retards de salaire. Pourtant, paradoxalement, l'activité locale se redresse. Les routes sécurisées rouvrent les circuits commerciaux. Les petits artisans trouvent du travail dans la reconstruction. Les économistes appellent ce phénomène « redressement par militarisation ». Fragile, mais réel. Ibrahim Traoré l'assume publiquement. Nous avons choisi de payer maintenant pour vivre plus tard. Quant à la région, l'impact dépasse les frontières. Au Mali et au Niger, des officiers observent et copient la doctrine burkinabé. Coordination locale, drones tactiques, communication intégrée. Les États du Sahel forment peu à peu un bloc de résistance, inquiétant pour l'Occident, inspirant pour les populations africaines. Les sanctions de la CEDEAO, censées isoler Ouagadougou, ont plutôt consolidé une solidarité inédite. Ces 4 effets composent une équation incomplète.
Le Burkina Faso de 2025 est plus fort, mais aussi plus tendu. La souveraineté a un goût amer. Victoire et privation mêlées. Pour beaucoup, la question n'est plus peut-on gagner, mais que devient-on après? Et dans ce flou lucide, la figure d'Ibrahim Traoré reste le point fixe. Ni héros idéalisé, ni despote, mais un symbole, celui d'un pays qui a choisi d'endurer plutôt que de céder. Les mois à venir détermineront si le Burkina Faso consolide sa renaissance ou s'enferme dans sa propre tension. 3 trajectoires se dessinent, aussi plausibles que précaires. Le pays maintient la pression militaire sur les zones hordes, consolide les alliances du Sahel et poursuit la centralisation du pouvoir sous Ibrahim Traoré. Les institutions civiles reprennent lentement, la transition électorale reste suspendue, mais la population adhère à un contrat implicite. Sécurité d'abord, politique ensuite. Les indicateurs économiques stagnent, mais l'unité nationale se renforce. Sous la pression des partenaires africains, un calendrier de transition crédible émerge. Le Fonds patriotique se transforme en outil de reconstruction, finançant écoles, routes, hôpitaux. Les forces de défense intègrent davantage de civils, favorisant la professionnalisation. Les premières élections locales sont organisées avant la fin de 2026. Traoré devient non un chef de guerre, mais l'architecte d'un État rénové. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait incarner le premier modèle africain d'indépendance post-aide étrangère. La guerre s'enlise, les ressources s'épuisent, les sanctions s'alourdissent. La popularité de Traoré se fissure sous le poids des privations. Les alliances du Sahel se tendent, chacune luttant pour ses priorités. Les zones rurales replongent dans l'insécurité, alimentant la fatigue populaire. Le risque ? Qu'un pouvoir né de la légitimité populaire s'enferme dans la verticalité autoritaire qu'il avait juré de dépasser. Entre ces 3 futurs, une même ligne morale subsiste. La survie ne suffit pas. La vraie victoire consistera à transformer la résistance en gouvernance, le courage en institution. Comme le dit un officier de terrain, gagner la guerre, c'est prouver que la paix mérite encore qu'on y croie. Le pays s'avance, conscient du prix, et si le feu s'éteint demain, il faudra encore apprendre à vivre sans sa lumière. Au-delà des statistiques et des frappes, la guerre d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la chair du quotidien. Elle se lit dans les gestes, les regards, les voix, là où la stratégie rejoint la vie. Pour le citoyen ordinaire, l'impact était concret. Routes sûres, surdir, marchés ouverts, enfants qui reprennent l'école, mais aussi inflation, rationnement, fatigue. Le courage s'est banalisé. Chacun devient un rouage d'un effort collectif qu'il ne maîtrise pas totalement. Pour le militaire, la fierté remplace la résignation. L'uniforme, jadis symbole d'impuissance, redevient un signe d'honneur. Les soldats disent combattre pour voir la terre respirer. Mais l'usure mentale gagne du terrain. Perte, stress, deuil silencieux. La discipline, elle, devient un refuge moral, l'endroit où le chaos trouve encore des limites. Pour la jeunesse, la guerre essaie paradoxalement un miroir d'avenir. Elle révèle une génération qui n'attend plus l'aide extérieure. Les étudiants traduisent que les bulletins de victoire en projets, drones, télécommunications, cartographie locale. Dans les universités, des laboratoires improvisés conçoivent des solutions avec peu de moyens. La souveraineté devient une compétence. Pour la diaspora, enfin, le conflit agit comme un lien. Dans les cafés de Paris ou Montréal, on parle du Sahel avec une fierté douloureuse. Ibrahim Traoré n'est pas un mythe. Il est devenu un repère, parfois un doute, toujours une conversation. Ainsi, cette guerre touche chaque groupe différemment, mais relie tous les Burkinabés sous une même phrase. Nous payons le prix ensemble, donc nous existons ensemble. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, avance désormais sur une route étroite entre victoire et épuisement. La guerre a forgé une cohésion rare. La paix devra la transformer en institution. 5 étapes
déjà esquissé dans les discours du gouvernement, dessinent ce passage obligé. D'abord, il faut sécuriser durablement les zones reprises. Les bases militaires seront relayées par des forces civiles mixtes, anciens VDP, policiers, administrateurs formés sur place. Objectif: maintenir l'ordre sans militariser la société. Ensuite, il faut réhabiliter les infrastructures vitales. Écoles, puis centres de santé. Plus de 800 sites sont listés pour réouverture progressive d'ici fin 2026. Chaque chantier doit employer au moins 60% de main-d'œuvre locale. Puis, il faut créer un fonds de réintégration pour les déplacés. Le ministère de la Solidarité prévoit 150 milliards FCFA sur 2 ans pour reloger 150 000 familles. Ces foyers formeront la base économique des nouvelles communes rurales. Il faut également institutionnaliser la participation citoyenne. Des comités communautaires superviseront la distribution de l'aide et la gestion des projets publics. Traoré veut que le citoyen devienne gardien du budget. Enfin, il convient de relancer la diplomatie régionale. L'Alliance du Sahel doit passer d'un pacte militaire à une plateforme de développement. Des corridors commerciaux, Mali, Niger, Burkina sont en étude, financés par des capitaux africains. Ces 5 pas ne garantissent pas la paix, mais offrent une direction. La reconstruction, ici, n'est pas un retour en arrière. C'est un pari sur soi-même. Et dans chaque étape, le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît, non comme chef de guerre, mais comme architecte d'un État debout. Au crépuscule d'une année de feu, une image demeure, celle d'une mère, vêtue de blanc, levant la main lors des funérailles de son fils tombé à Djibo. Cette scène, diffusée sur la télévision nationale, a figé le pays. On n'y voyait pas la douleur, mais la transmission, celle d'un courage devenu héritage. Ibrahim Traoré lui-même, présent ce jour-là, s'est incliné en silence. Ce geste, plus fort qu'un discours, a relié le commandement au peuple. Dans la foule, on murmurait « Nos enfants meurent debout, donc nous vivons libres ». Cette phrase a traversé les ondes, les murs, les frontières. Elle a transformé la tristesse en mémoire active. Le Burkina Faso ne cherche plus des héros, il se découvre comme tel. Et dans la poussière du Sahel, chaque tombe devient un point d'ancrage pour la dignité retrouvée. Le pays ne sait pas encore quelle paix l'attend, mais il sait pourquoi il a tenu. Et cette raison suffit, pour l'instant, à marcher vers l'inconnu. Le silence retombe sur le Sahel, non comme un oubli, mais comme une respiration. Les drones se taisent, les marchés rouvrent, et les voix recommencent à remplir l'espace qu'occupait la peur. Le Burkina Faso s'avance, fragile et debout, entre la poussière et l'avenir. Ibrahim Traoré, figure controversée et nécessaire, a dit un jour « La souveraineté n'est pas un mot, c'est un effort quotidien ». Cette phrase résume tout. La guerre fut l'épreuve, la paix sera la preuve. Et à ceux qui regardent de loin, reste une question ouverte. Que signifie vraiment la liberté lorsqu'elle ne se mendie plus? Peut-être qu'au-delà des rapports et des frontières, ce récit du Sahel n'est pas seulement celui d'un pays, mais d'une humanité qui apprend à se relever. Partagez cette histoire, parlez-en, discutez-en, car le silence, ici, fut longtemps une arme, et désormais, le raconter est déjà une victoire.